Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Alors, je vais parler en français, mais pour les anglophones, je devrais peut-être le dire en anglais, cette partie-là, mes slides vont être ensuite en anglais. Il n'y a que le titre qui est... Oui, c'est uniquement parce que tu pensais aux anglophones. Exactement. Voilà, donc ce que je vais raconter, c'est basé sur deux résultats en fait, qui ont été obtenus en collaboration avec des collègues, donc Ricardo Alonso, Véronique Bagan et Bertrand Lotz pour l'un, et puis Lingbing He et Jincheng Jiang pour l'autre. Voilà, alors je voudrais commencer par dire quelques mots sur cet opérateur qui a été proposé par Lev Landau à la fin des années 30. Donc en fait, Lev Landau cherchait un opérateur de collision pour les particules chargées. Il avait remarqué que l'opérateur de Boltzmann, qui était utilisé pour les particules neutres, quand on essayait de mettre à l'intérieur le potentiel qui était lié, le potentiel coulombien, eh bien la section efficace qui sortait était trop singulière pour donner un sens à l'opérateur de Boltzmann, et il a proposé, disons, l'opérateur que vous avez au tableau. Alors comme vous le voyez, c'est un opérateur quadratique qui agit sur des fonctions f qui dépendent d'une variable qu'on appelle en général v, parce que f de v, c'est la densité de particules qui ont la vitesse v, densité donc positive. Hein. Et Landau a proposé un opérateur donc, du second ordre en dérivation et quadratique pour modéliser ces collisions. Alors quadratique, c'est normal parce qu'on regarde des collisions binaires entre deux particules. Et puis l'aspect d'ordre 2 en dérivation, eh bien, ça c'est une chose qu'il a inventée et qui est directement liée au fait que le potentiel entre les particules, c'est le potentiel coulombien. Donc voilà, je vais juste expliquer un petit peu les choses. Ici, vous voyez qu'il apparaît le gradient de f dans la variable qu'on considère, donc qui est la variable de vitesse. Et puis ici, vous avez une divergence devant. Donc il s'agit d'un opérateur qui a un caractère parabolique. Et il ne faut pas se laisser impressionner par le gradient de f dans l'autre variable, puisqu'on peut faire une intégration par partie, puisqu'ici, il y a une intégrale par rapport à la variable w. Donc en fait, la partie d'ordre 2, c'est vraiment celle qui vient d'ici. Ça, c'est plutôt une partie d'ordre 1 qu'on trouve ici en termes de dérivée. Alors, le pi de v moins w ici, en fait, c'est une notation qui désigne juste la matrice de projection sur le plan orthogonal au vecteur qui est ici. Donc v moins w orthogonal. Donc ça, c'est une matrice semi-définie positive, hein, comme on dit en anglais. Et puis, ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que vous avez ce préfacteur là devant, v moins w exposant gamma plus 2, donc le module exposant gamma plus 2. Et dans le papier original de Landau, ici, à la place de gamma plus 2, il y a moins 1, hein, ça correspond à ce qui est ici. Et puis évidemment, la dimension qui est considérée, c'est la dimension physique 3. Voilà, alors ça, dans le papier original de Landau, hein, c'est déduit de considérations physiques, hein, et il n'y a pas vraiment une dérivation à partir de principes fondamentaux comme on pourrait l'imaginer. Si vous voulez, il n'y a pas vraiment l'équivalent de ce qu'il y a pour la construction de l'opérateur de Boltzmann, ce qu'on savait à la même époque pour l'opérateur de Boltzmann. Bon, de toute façon, en fait, dès les années 50, et sans doute même un peu avant, les physiciens se sont rendus compte qu'il y avait un lien formel en fait, entre l'opérateur de Boltzmann et l'opérateur de Landau. Alors l'opérateur de Boltzmann, c'est un opérateur dans lequel il n'y a pas de dérivée, et il y a une asymptotique qui fait passer de cet opérateur à celui-là quand en quelque sorte, on prend l'ensemble des collisions qui apparaissent dans l'opérateur de Boltzmann et qu'on ne considère que les collisions qui font changer extrêmement peu la vitesse. Et il y a des raisons pour penser que quand on regarde des particules chargées, bien, la plupart des collisions, effectivement, changent extrêmement peu la vitesse. C'est ce qu'on appelle l'asymptotique des collisions rasantes, grazing collisions en anglais.
Et grâce à ce travail qu'on trouve par exemple dans le livre de Chapin et Colling, alors pas écrit avec le vocabulaire mathématique, mais enfin on peut le mathématiser très facilement. En fait, on peut se rendre compte que ce noyau s'obtient par une asymptotique bien spécifiée à partir du noyau de Boltzmann. Et à cette occasion-là, on remarque également qu'il n'y a pas seulement gamma plus 2 égale moins 3 qui peut être intéressant, mais en fait, tous les gamma plus 2, enfin tous les gammas qui sont entre moins d et 1, disons, peuvent présenter un intérêt. Alors, ceci étant dit, pour la vraie physique, c'est quand même le cas coulombien gamma égale moins 3 qui est de très loin le plus intéressant. Voilà. Mais ça n'a pas empêché les gens de travailler sur des cas autres. Voilà. Alors, quand on fait la théorie mathématique de cet opérateur, la première chose qu'il faut faire, c'est essayer d'écrire la forme faible. Donc, vous l'avez ici. Hein, vous intégrez contre une fonction test qui dépend de la même variable, du v. Vous intégrez sur tout l'espace. Alors, quand vous faites ça, hein, si on revient à l'opérateur, vous voyez que vous avez la divergence qui est ici. Donc, vous allez avoir le gradient phi de v qui va intervenir naturellement, donc c'est ça que vous trouvez ici. Alors il faut comprendre ce terme-là de la manière suivante. Vous avez cette matrice de projection qui agit à gauche sur le vecteur qui est ici et à droite sur le vecteur qui est là, hein, donc ça agit comme une forme quadratique si vous voulez. Et en fait, la bonne formulation faible, hein, celle qui va donner les résultats les plus intéressants, c'est celle dans laquelle, en fait, on va faire une symétrie entre le V et le W, on va rajouter une symétrie, et donc le gradient phi de V, il va devenir gradient phi de V moins gradient phi de W, parce que quand on change le V en W dans cette expression-là, on voit qu'on la change en moins la même expression. Et on obtient un demi devant, hein, puisqu'on fait la demi-somme de l'expression prise en V et l'expression prise en W. Alors la formule qui est ici, c'est, disons, une des formulations faibles possibles. En tout cas, c'est la formulation faible, je dirais, dans laquelle on a fait une seule intégration par partie. Ça peut être intéressant d'en faire une deuxième. On en dira peut-être un mot un petit peu plus tard. Mais déjà, cette formulation-là, elle permet de comprendre pas mal de choses. Elle permet de voir en particulier qu'on a la conservation de la masse, de la quantité de mouvement et de l'énergie cinétique. En effet, si vous prenez phi constante, vous avez ici manifestement 0. Si vous prenez une fonction linéaire de V, donc mettons une composante de V, vous voyez que vous allez avoir une constante moins la même constante, ça va vous faire 0. Donc ça vous donne la conservation de la masse et de chacune des composantes de la quantité de mouvement. Et puis enfin, si vous prenez pour phi de V, module de V au carré sur 2, c'est-à-dire l'énergie cinétique, vous voyez que le gradient de phi c'est V, donc vous obtenez ici V moins W, et V moins W c'est exactement dans le noyau de la matrice qui est ici. Donc on obtient 0 également, et ça nous fixe la conservation de l'énergie cinétique. Donc ça montre en particulier que Landau avait bien construit le noyau pour que ces propriétés soient vérifiées. Alors il y a une dernière propriété qui est un petit peu moins évidente à voir, mais qu'on peut deviner quand on connaît la théorie de Boltzmann, c'est que, en fait, vous voyez que si vous prenez gradient phi de V de telle sorte que ça soit égal à gradient f de V sur f de V, eh bien vous allez avoir une matrice symétrique, disons positive, mais pas strictement positive, qui va agir sur le même vecteur ici et là, et donc vous allez avoir quelque chose de positif, et finalement, avec le moins qui est ici, vous allez finir avec quelque chose ici qui va être négatif. Alors, comment on obtient gradient phi égale gradient f sur f? C'est en prenant phi égale log f. Donc en fait, il se passe quelque chose de particulier quand on prend pour fonction test la fonction log f. Alors quand on fait ça, on obtient ce qu'on appelle parfois la première partie du théorème H pour l'équation de Landau, et vous voyez que c'est finalement un calcul hein, qui vous dit que quand on multiplie Q de f par log f qu'on intègre, eh bien on obtient quelque chose ici qui est positif, okay, et qu'on appelle la dissipation d'entropie, ou la production d'entropie, suivant si on appelle l'entropie intégrale de f log f ou moins intégrale de f log f. Alors, cette quantité, en fait, l'expérience montre que ça peut être une bonne idée
de l'écrire sous une forme légèrement différente, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser la matrice de projection appliquée là au même vecteur des deux côtés, en fait, ça peut être mieux d'utiliser le produit vectoriel. Et on peut se convaincre que, quitte à prendre le v-w au carré qui apparaît ici, et à le faire rentrer là dans le terme qui est là, en fait, on peut réécrire ça sous la forme produit vectoriel de v-w par la quantité qui est là, hein, gradient f sur f de v moins la même chose sur w, en prendre la norme au carré, et on obtient évidemment de nouveau que c'est positif. Et là, cette fois-ci, c'est gamma qui apparaît et pas gamma plus 2, ce qui explique pourquoi on appelle gamma le paramètre ici et pourquoi on ne donne pas un nom à gamma plus 2. Voilà, donc en fait, ça, c'est la première partie du théorème H de Boltzmann, et c'était une chose qui était déjà connue par Landau, et en fait, on peut se convaincre que cette quantité doit effectivement être positive si on se rappelle que le noyau de Landau est une limite du noyau de Boltzmann et que pour le noyau de Boltzmann, on sait que cette quantité est positive depuis Boltzmann. Donc en fait, il n'y a pas de surprise si on connaît la théorie de Boltzmann avant de connaître la théorie de Landau. Alors comment ça s'exprime en termes d'estimation a priori? Si vous prenez l'équation dite spatialement homogène, c'est-à-dire si vous prenez un plasma homogène en espace, hein, dans laquelle la densité de particules, elle dépend uniquement du temps et de la vitesse, vous écrivez dTf égale le noyau qu'on a décrit précédemment, vous prenez une donnée initiale, et comment on fabrique la fonction test log f? Eh bien en prenant une primitive de log f, donc ici f log f, pour l'avant c'est une primitive, c'est x log x qui est une primitive de log x à une constante près. Et vous voyez donc que si vous faites la dérivée en temps de cette quantité intégrale de f log f, ce qui va sortir c'est log f plus 1 fois df sur dt, puis le 1 on peut s'en débarrasser avec la conservation de la masse, et il va rester log f fois le df sur dt qui vaut ça. Et on trouve exactement ici la dissipation d'entropie dont on a parlé précédemment. Alors, une fois qu'on a ça en tête, et qu'on se rappelle que la masse et l'énergie cinétique sont conservées, eh bien on voit que l'estimation a priori naturelle pour ce modèle-là, c'est que le f, il est borné dans L log L, dans l'espace des vitesses, uniformément en temps. Intégrale de fv carré est également bornée uniformément en temps. Donc en fait, on a f qui est dans L12, si on appelle LPQ, les fonctions de LP avec Q moment, et dans L12 et dans L log L. Et puis, par ailleurs, on voit que l'intégrale en temps de la dissipation est bornée. D'accord ? Donc ça, c'est l'estimation a priori naturelle qui vous donne quelque chose dès que vous savez qu'initialement, vous avez un plasma avec une masse, une énergie cinétique et une entropie qui est bornée. Alors pour être précis, ici, c'est borné dans l'espace des vitesses. Si votre truc est homogène, il ne faut pas intégrer en x. Voilà, donc ça, c'est la théorie qui est connue depuis très 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 longtemps. Et à partir de ça, il y a eu pas mal de papiers qui ont été faits. Alors là, je vous donnais la bibliographie uniquement dans le cas coulombien, c'est-à-dire d égale 3, gamma égale moins 3. Alors on trouve des solutions qui sont locales en temps, des solutions qui sont perturbatives dans le sens où on a une donnée initiale qui est proche d'une maxwellienne. Alors ça, on peut le faire même dans le cas spatialement inhomogène, hein. Ça a été fait en particulier par Guo il y a une vingtaine d'années. Il y a des solutions qui sont renormalisées avec mesure de défaut, donc des solutions très faibles qui, elles aussi, sont valables dans le cas spatialement inhomogène. Et puis, il y a des solutions, disons, faibles, globales, pour l'équation spatialement homogène. Alors, les premières qui ont été proposées, je crois que c'est celle de Villani en 1998, qu'il a appelée H-solution. Et en fait, on peut se rendre compte que ces H-solutions, on reviendra un petit peu sur ce point, ces H-solutions, en fait, on peut leur donner un sens faible usuel. Alors là, il faut peut-être faire quand même les deux intégrations par partie, par rapport à ce que j'ai montré précédemment. Et donc j'avais regardé ça il y a une dizaine d'années maintenant. Voilà, alors, le problème principal, c'est est-ce que pour l'équation spatialement homogène qui est là, est-ce qu'on a des solutions fortes, globales,
avec des données initiales générales, c'est-à-dire pas proches d'une maxwellienne. Alors, voilà, il y a un point d'interrogation. Alors, il semble qu'il y ait un papier qui soit sorti ce matin, dans lequel quelqu'un annonce que c'est résolu. Alors, bon, c'est des gens sérieux, donc j'aurais plutôt tendance à faire confiance. On va voir hein, dans les semaines qui viennent si ça a vraiment été résolu. Voilà. Alors, une autre manière de voir l'équation, c'est vraiment de l'écrire comme une équation parabolique. Donc là, on se débarrasse un petit peu des symétries, d'un certain point de vue, on désymétrise un petit peu l'équation. Alors on peut l'écrire, vous voyez le noyau, on peut l'écrire comme la divergence de quelque chose fois le gradient de f plus quelque chose fois f. Et les quelque chose en question, ce sont des convolés de f avec des noyaux. Alors ces noyaux, hein, là c'est de nouveau écrit dans le cas coulombien en dimension 3. Ces noyaux, pour A, c'est quelque chose qui ressemble à 1 sur module de Z. Pour B, c'est quelque chose qui ressemble plutôt à 1 sur module de Z au carré. Alors, il y a encore une autre manière de l'écrire, hein, qui consiste à prendre la divergence du B étoile F fois F et puis à combiner les choses. Et alors là, ça ressemble vraiment beaucoup, vous voyez, à un noyau de type chaleur non linéaire, puisque vous avez quelque chose qui ressemble pas mal à un Laplacien ici, puis ici vous avez F carré. Mais si on revient peut-être à la formulation qui est là, alors cette formulation-là, je ne vais pas du tout l'utiliser, ou quasiment pas, mais si on revient à la formulation qui est ici, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, comme le B est nettement plus singulier que le A, hein, vous voyez que c'est 1 sur Z carré au lieu de 1 sur Z, eh bien en fait, le terme B étoile F fois F boxe un peu dans la même catégorie que le terme qui est ici. Et donc c'est un petit peu dangereux de considérer que ce terme-là est la partie principale en quelque sorte de l'équation, celle qui a le plus haut degré en termes de dérivée, et qui va donc dominer ça. Donc en fait, tous ceux qui ont essayé de chercher dans cette direction-là ont abandonné au bout d'un certain temps, en fait. Ça paraît très difficile, en fait, de considérer que ce morceau-là est une perturbation, disons, de l'autre, quel que soit le sens qu'on donne à cette chose-là. Voilà, donc ça explique un petit peu aussi pourquoi c'est difficile hein, d'avoir des solutions fortes, hein, puisqu'il y a ici ce terme très singulier qui apparaît. Voilà, alors pour moi, c'est justement le moment d'essayer de vous expliquer comment on peut relier ce modèle à des modèles qu'on connaît déjà, qui ont un certain nombre de propriétés. Alors, comme je vous le disais, hein, la première chose qu'on essaye de regarder, c'est est-ce que finalement ça a la même structure que l'équation de la chaleur non linéaire, avec un F carré. Alors en fait, ça donnerait plutôt l'idée que si c'est le cas, les choses vont mal, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas de solution forte globale. Mais c'est un peu trompeur, parce que en fait, si vous regardez l'équation qui est ici, le A étoile F, qui dépend donc lui-même de F, c'est quand même quelque chose qui va devenir de plus en plus grand si le F se concentre. Et donc en fait, on a quand même un système dans lequel on a une augmentation du coefficient de diffusion s'il y a concentration de F quelque part. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, si vous regardez le modèle qui est là. Donc on s'attend quand même peut-être à ce que le modèle qui est là soit plus singulier, finalement, que le modèle de Landau. Donc c'est peut-être pas une bonne idée de regarder ça. Alors il y a des auteurs qui ont proposé de regarder plutôt une formulation qui est un petit peu plus proche de celle de l'équation de Landau, dans laquelle on garde le F carré. Mais ici, vous voyez qu'au lieu de mettre le Laplacien de F ou un coefficient qui vaut 1, eh bien, on met le Laplacien moins 1 de F, ou moins Laplacien moins 1 de F. Et ça revient en fait à négliger la matrice de projection qui est là. Ça consiste à remplacer cette matrice de projection par 1. Alors quand on fait ça, on arrive à travailler plus facilement que sur l'équation de Landau elle-même. Ça permet de simplifier un certain nombre de calculs. Et il y a un certain nombre de résultats qui ont été obtenus sur ce modèle-là, qui est parfois appelé modèle de Landau isotropique. Alors attention, hein, ça ne correspond pas à prendre des solutions radialement symétriques dans le modèle de Landau, ce qu'on peut faire. C'est vraiment un autre modèle.
Mais moi, personnellement, j'ai un certain attachement à d'autres modèles paraboliques qui partagent aussi un certain nombre de choses avec le modèle de Landau. Alors, je voudrais vous présenter au moins deux de ces modèles. Alors, le premier, c'est un modèle qui provient de la chimie réversible. Donc, vous imaginez que vous avez 4 espèces, A1, A2, A3, A4. Et puis, vous avez un échange entre A1 plus A3 et A2 plus A4. Alors, si vous écrivez la loi d'action de masse, ben, vous tombez exactement sur le système qui est ici. Si on suppose que les espèces sont perdues dans un solvant et qu'elles diffusent dans ce solvant, chacune avec son taux de diffusion. Alors, quand on écrit ce modèle-là, c'est assez intéressant parce que c'est un modèle de réaction-diffusion pour lequel ce n'est pas très facile de démontrer qu'il y a des solutions fortes en général. Et en fait, il y a 3 groupes qui ont démontré le fait qu'il y avait vraiment des propagations de la régularité. Enfin, disons, quand on part d'une donnée initiale suffisamment régulière, on obtient des solutions globales régulières. Donc, il y a Souplet, il y a Caputo-Goudon-Vasseur et il y a Fellner-Morgan-Tang. Donc, vous voyez que c'est des dates qui sont très proches les unes des autres. Et en fait, les 3 preuves sont assez différentes. Donc, c'est un point qui est, je pense, assez intéressant. Moi, j'avais travaillé sur ce modèle auparavant, mais on s'était limité à la dimension 2 pour avoir des solutions fortes, alors que là, ils arrivent à le démontrer, en particulier en dimension 3. Alors ça, c'est un premier modèle. Il y en a un deuxième dont j'aimerais vous parler un petit peu. C'est un modèle que j'aime beaucoup, qui s'appelle le modèle de Shikesada, Kawasaki et Teramoto. C'est un truc qui a été introduit dans les années 70. Et c'est un modèle de diffusion croisée qui représente, en principe, la situation de 2 espèces biologiques en compétition. Alors le fait qu'elles soient en compétition, ça se voit sur le membre de droite là, du système, qui est de type Lotka-Volterra. Et c'est le Lotka-Volterra avec les signes de la compétition. Vous voyez, c'est des moins ici. Donc vous avez, disons, ce qu'on attend dans un système de 2 espèces en compétition. Et disons, l'originalité de ce système, c'est de supposer qu'il y a une des 2 espèces qui est capable d'évaluer son environnement, et en particulier de mesurer la densité des individus de l'espèce avec laquelle elle est en compétition. Et quand ces individus sont nombreux, eh bien, les individus de la première espèce augmentent leur taux de diffusion. Alors, ce qu'on imagine, c'est que s'ils l'augmentent suffisamment, ils vont se mettre à partir un peu n'importe où, et c'est un modèle dont on peut démontrer qu'il a en fait une instabilité de Turing, et que, effectivement, alors, pour ça, il faut mettre un coefficient devant le UV ici, il faut qu'il soit assez grand, et dans ce cas-là, en fait, on arrive à démontrer qu'il y a des états stationnaires qui ne sont pas homogènes pour ce modèle. Donc c'est ça qui en fait tout l'intérêt. Alors, il se trouve que par ailleurs, ce modèle-là est également un modèle pour lequel ce n'est pas si facile d'arriver à démontrer des propriétés de régularité pour les solutions. Alors, voilà, ce qui est commun entre ces 2 modèles et puis, comme on va le voir également, le modèle de Landau, c'est qu'ils sont quadratiques à chaque fois, ou quadratiques plus linéaires pour celui-là. Ce sont des dérivés d'ordre 2. C'est en général assez facile d'arriver à démontrer qu'on a des solutions fortes globales en dimension 2. C'est encore plus facile en général de démontrer qu'on a des solutions faibles globales en dimension 3 ou en dimension supérieure. Mais par contre, c'est soit assez difficile, soit ouvert de démontrer qu'on a des solutions fortes globales en dimension 3. Et enfin, dans tous ces modèles, il y a une structure de type entropie ou énergie qui est dissipée. Donc ce sont des modèles qui ont quelque chose de dissipatif. Alors c'est vraiment très facile à comprendre pour celui-là, parce que celui-là, il est vraiment issu de la chimie réversible, et donc vous avez une entropie physique, qui est essentiellement la somme des UK log UK intégrés,
et qui vous donne vraiment la structure anthropique du modèle, qui ressemble beaucoup à celle de Boltzmann, en réalité. Voilà, donc tout ça ce sont des choses communes à ces modèles, et ce sont également des choses qui sont communes à l'équation de Landau quand le gamma est entre -d et -2. Alors, rappelez-vous que le cas physique intéressant, c'est le cas coulombien, dans lequel vous avez d égale 3 et gamma égale -3. Donc, vous voyez que ça tombe exactement, justement, dans ce cas-là. Donc, le modèle de Landau avec Coulomb, il a quelque chose de commun avec tous ces modèles. Mais, comme c'est annoncé dans le titre, il a aussi sans doute beaucoup en commun avec le modèle qui est certainement un des plus connus de l'analyse appliquée, hein, qui est le modèle de Navier-Stokes incompressible 3D, que j'ai écrit ici, qui est manifestement également quadratique ou linéaire plus quadratique, qui a des dérivées d'ordre 2 et qu'on regarde en dimension 3. Donc tout ça, c'est évidemment commun avec toutes les autres choses qu'on a déjà regardées. Alors ce qui est commun également, c'est la présence de conservation. Donc dans le cas des équations de Navier-Stokes, c'est juste l'intégrale de U qu'on va regarder. Dans le cas de Landau, je vous rappelle qu'il y a 3 quantités qui sont conservées. Et la dissipation, donc vous avez la dissipation de l'énergie dans Navier-Stokes, de l'intégrale de module de U au carré, qui est donnée par l'intégrale de gradient U au carré. Et donc pour Landau, je vous rappelle que ce n'est pas un carré qu'il faut regarder, c'est f log f, et vous avez une dissipation d'entropie qui est évidemment beaucoup plus compliquée que l'intégrale de gradient U carré ici. Alors, pardon, je vais y arriver, il ne faut pas que je vous montre tout à l'avance. Voilà. Donc les conséquences en termes d'estimation a priori pour Navier-Stokes, c'est bien sûr qu'on a à l'infini L2 et L2H1, en temps et en x, alors que dans le cas de Landau, on a à l'infini en temps L log L, c'est ce qu'on a vu, alors j'ai appelé ça x, mais c'est plutôt v qu'il faudrait écrire. Et puis il y a cette dissipation d'entropie dont on sait qu'elle est finie. Alors je vous rappelle que cette dissipation d'entropie, c'est donné par cette formule compliquée, dans laquelle vous avez, alors si vous regardez d'assez loin, on a l'impression que dans cette formule, il y a gradient f au carré sur f carré, qu'on va remultiplier par le f qui est là, donc ça va ressembler à gradient f au carré sur f, et puis il y a cette variable w dont on ne sait pas très bien quoi faire. Mais enfin, on peut se dire que ça va ressembler peut-être à gradient f au carré sur f, l'intégrale de gradient f au carré sur f, c'est-à-dire à l'information de Fischer. Alors, effectivement, donc ça c'est un théorème que j'avais démontré il y a une dizaine d'années maintenant. Si vous prenez une densité qui vérifie qui est normalisée, au sens où sa masse, sa quantité de mouvement et son énergie sont données, alors à ce moment-là, en fait, la dissipation d'entropie de Landau, elle contrôle, si vous voulez, l'information de Fischer, c'est-à-dire le gradient de la racine de f au carré, ou si vous préférez gradient f au carré sur f, à ceci près qu'il y a un poids qui apparaît, un poids qui est un peu pénible, parce qu'ici, il faut penser que gamma, c'est négatif, donc c'est un truc quand même qui se dégrade quand v est grand. Et ça se dégrade, dans le cas coulombien, c'est comme si vous aviez v exposant -3 ici. Voilà, et puis là-devant, vous avez un C de f qui ne dépend pas de grand-chose, disons, ça dépend de quantités qui sont contrôlées de façon dans l'évolution de l'équation. Donc, en quelque sorte, la dissipation d'entropie de Landau vous contrôle essentiellement l'information de Fischer. Alors, c'est à peu près optimal, ça. C'est un peu difficile de faire mieux. Je dis à peu près parce qu'il y a quand même peut-être des petits gains qu'on peut faire. Récemment, il y a eu un gain sur le poids. Donc, moi, j'avais trouvé ça, mais dans le cas de Landau, on peut gagner un tout petit peu sur le poids qui est ici, semble-t-il. Alors, si maintenant on regarde les conséquences en termes d'estimation a priori, alors je repars de Navier-Stokes, on avait dit à l'infini L2, L2H1, en dimension 3, l'injection de Sobolev va nous donner L2, L6, et ça c'est suffisant pour
pour éviter les concentrations de U carré, et ça donne très facilement l'existence de solutions faibles. D'accord ? Alors si maintenant vous regardez pour Landau 3D telle que je l'ai écrite, en fait, ce qu'il faut, pour bien comprendre les analogies entre Landau et Navier-Stokes, ce qu'il faut, c'est non pas regarder f, mais racine de f. Alors si vous regardez racine de f, vous vous souvenez que f, c'est dans L infini en temps à valeur L log L. Donc le racine de f, il est dans L infini en temps à valeur L2 log L au carré. L'information de Fischer, elle vous dit que cette quantité, en fait, est dans L2 de H1, hein, puisque c'est l'intégrale de racine de f, de gradient de racine de f au carré. Et donc, par l'injection de Sobolev, elle est de nouveau dans L2, L6. Alors, vous voyez que vous obtenez exactement les mêmes espaces qu'ici. Alors, quand je dis exactement, c'est un peu exagéré, puisque là, on a le log en plus. Et puis là, il y a des poids, en fait. Donc, au poids près et au log près, en fait, on a les mêmes espaces que dans Navier-Stokes 3D. Et de fait, on peut de nouveau utiliser disons, la compacité habituelle, hein, je dirais, donc le lemme d'Aubin-Lyons, et on obtient le fait que, par exemple, cette quantité est dans L1, et en fait, cette quantité, si on fait deux intégrations par partie dans la formulation faible de Landau, c'est exactement ce qui apparaît, et donc on a besoin de savoir que ce truc-là est dans L1 pour donner un sens habituel aux solutions faibles. Et donc ça, c'est possible. Alors donc ça, vous voyez, ça date d'il y a une dizaine d'années maintenant. Voilà. Alors, ça incite à penser qu'en fait, il faut faire la comparaison de Landau avec Navier-Stokes en comparant U avec racine de f. Puis on termine avec l'invariance par scaling. Alors l'invariance par scaling de Navier-Stokes, elle ne dépend pas de la dimension, hein, c'est U donne epsilon U de epsilon carré t epsilon x. Et en fait, on peut se rendre compte qu'on a exactement la même pour racine de f quand on est dans le cas coulombien. Mais en plus, on a une liberté en plus, c'est que le epsilon x, en fait, ça marche, mais on peut mettre autre chose. Hein. On peut mettre delta x avec un delta qui est quelconque. Donc il y a une invariance qui est plus grande dans le cas Landau, mais qui contient effectivement l'invariance habituelle de Navier-Stokes. Je répète, hein, toujours si on part du principe que c'est racine de f qu'il faut comparer à U. Alors par contre, si on ne prend pas le potentiel coulombien, ben, il y a des trucs qui apparaissent en plus. Et donc ça montre que c'est vraiment le cas coulombien qu'il faut comparer à Navier-Stokes. Il y a un truc spécifique vraiment dans le cas coulombien. Voilà, alors une fois qu'on s'est convaincu de ça, qu'il y a un scaling qui ressemble beaucoup, que la dissipation permet d'obtenir des estimations a priori qui sont assez proches, eh bien ça donne envie d'essayer de refaire dans le cas de Landau ce qu'on sait faire dans Navier-Stokes. Donc, je répète, incompressible 3D. Alors, par exemple, là, je vous donne un théorème qui a été écrit par le groupe de Gualdani, Gols, Humbert et Vasseur. Donc, ils ont repris le résultat de Caffarelli, Cohn-Nirenberg, qui mesure la taille des singularités possibles pour l'équation de Navier-Stokes. Par exemple, les singularités en termes de temps, hein, et on trouve... dans le cas de Landau, on trouve également qu'on a une dimension de Hausdorff qu'on peut contrôler pour ces singularités. Donc ici, on trouve 1,5. Et en particulier, si on regarde des solutions qui sont à symétrie radiale, ça permet de démontrer que la seule singularité possible pour Landau, dans ce cas-là, c'est à l'origine. On ne peut pas avoir de singularité ailleurs. Voilà. Alors, je ne vais pas insister sur ce résultat-là, mais je voudrais vous présenter deux résultats dans lesquels j'ai participé. Donc le premier, ça reprend en fait un résultat classique de Leray sur les solutions de l'équation de Navier-Stokes incompressible. Alors, résultat qui dit que si vous prenez une donnée initiale telle que le produit de la norme L2 fois le produit de la norme H1 est petit, à ce moment-là, vous pouvez produire une solution de l'équation de Navier-Stokes qui est globale et forte. Donc vous avez de la régularité pour toujours, si cette quantité est assez petite. Et puis par ailleurs, même si cette quantité est grande, alors peut-être pendant un certain temps, il y a des singularités qui peuvent apparaître, mais en fait, au bout d'un certain temps,
ces singularités disparaissent et vous avez de nouveau une solution qui est globale et forte. Voilà, donc ça c'est un résultat classique. Et donc avec Lingbing He et Jincheng Jiang, on a obtenu un résultat pour Landau qui est du même type, alors voilà, que je vous lis. Alors je vous propose de ne pas lire tellement cette partie-là, qui est où il faut mettre la donnée initiale, hein, disons, il faut qu'il y ait beaucoup de moments en particulier. Mais voilà, il faut être dans H1, hein, de la même manière que dans le résultat de Leray, il fallait aussi être dans H1. Alors, l'idée, c'est qu'en fait, il y a une fonctionnelle de Lyapunov cachée qu'il faut découvrir. Alors, cette fonctionnelle de Lyapunov, elle prend la forme qui est ici. Vous voyez que ça utilise le H qui n'est autre que l'entropie relative de la fonction f par rapport à une maxwellienne qui est la maxwellienne, disons, réduite centrée, si vous avez pris une donnée initiale qui est normalisée. Donc vous prenez la maxwellienne vers laquelle f va converger à la fin. Ça vous produit une entropie relative. Alors ça, il faut penser que c'est l'équivalent de la norme L2 pour Navier-Stokes. Parce que c'est intégrale de f log f essentiellement, et que f se comporte comme... enfin, racine de f se comporte comme u, disons. Voilà, et puis vous avez par ailleurs la norme H1, alors pour être précis, H1 point, de f moins mu, où mu, c'est toujours la gaussienne, là, qui est l'équilibre, hein, qui est l'état final. Donc vous voyez que ce morceau-là, il fait penser à la norme H1 qu'on a dans le théorème de Leray. Donc vous avez un truc qui fait penser à la norme L2, un autre qui fait penser à la norme H1. Et alors voilà, alors après quand vous regardez cette quantité, vous voyez que c'est une quantité où il y a un moins, et puis par ailleurs, ici, vous avez une puissance négative. Donc c'est pas complètement évident d'interpréter ce truc-là, mais en fait, la conséquence de l'existence de cette fonctionnelle de Lyapunov, c'est que vous pouvez produire de nouveau un théorème de régularité globale sous l'hypothèse qu'il y a une certaine quantité qui est petite. Donc là, le h de 0, c'est l'équivalent de u en norme L2 au temps 0. Ici, ça ressemble à la norme H1 dans le cas de Navier-Stokes. Vous voyez que les exposants ne sont pas les mêmes, hein, par contre. Donc si ce truc-là est suffisamment petit, alors petit dans un sens qu'on peut complètement expliciter, alors, en fait, la solution de Landau-Coulomb reste pour toujours, disons, régulière au sens où elle est H1 en particulier, hein, L infini en temps à valeur H1 en V, et vous avez en plus une égalité qui ressemble un peu à celle-là, mais dans laquelle vous avez une évolution en temps. Donc voilà, vous avez cette quantité en fait là qui est bornée. Donc ça c'est en quelque sorte la première partie du résultat de Leray. Et puis en fait vous avez une deuxième partie hein, qui vous dit que si maintenant vous partez d'une donnée initiale où la quantité critique, si vous voulez, est trop grande, à ce moment-là, vous ne pouvez rien dire pendant un certain temps, mais en fait, vous pouvez calculer un temps explicite, voilà, qui est donné par cette formule, et qui ne dépend que de la donnée initiale, à partir duquel, en fait, l'équation a des solutions qui sont régulières. Donc ça, c'est l'équivalent de la deuxième partie du théorème de Leray. Alors ça, c'est vraiment basé sur cette estimation a priori. L'idée, en fait, c'est que si cette quantité est initialement négative, en fait, elle va tout le temps le rester, et dans ce cas-là, vous êtes dans le bon cas, celui où tout est régulier. Si cette quantité est positive, eh bien, à cause du terme qui est ici, elle va décroître de manière contrôlée, et au bout d'un certain temps explicite, elle va devenir négative, et vous vous êtes ramené au cas précédent. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, par ailleurs, c'est possible de dire des choses sur ce qui se passe au moment du blow-up, mais alors là, c'est vraiment pas optimisé du tout, et on obtient un truc qui est plutôt du type
avec des exponentielles. Bon, je n'ai pas très envie de commenter là-dessus. Disons qu'on peut avoir une estimation de la vitesse de blow-up grâce à cette quantité. Alors évidemment, s'il est vraiment démontré qu'il n'y a pas de blow-up, cette estimation perd pas mal de son intérêt. Voilà, allez, j'aimerais également vous présenter un deuxième travail qui est inspiré par ce qui est connu sur Navier-Stokes. Alors cette fois-ci, on est parti du travail classique de Prodi et Sérine. Donc ça date des années 60, et 50-60 d'ailleurs, je crois. Et donc c'est un résultat de régularité conditionnelle qui dit que si vous savez a priori qu'une solution de l'équation de Navier-Stokes est dans LR à valeur LQ, avec R et Q qui sont liés entre eux par la formule qui est là, 2 sur R plus 3 sur Q égale 1, alors à ce moment-là, cette solution en fait est forte, et en fait il y a un résultat d'unicité qui est lié à ça. Donc en fait, le problème se ramène finalement à arriver à démontrer que U appartient à l'un de ces espaces. C'est ce que dit le résultat de Prodi et Sérine. Alors vous voyez que ici vous avez cette égalité. Alors il faut faire un petit peu attention au cas limite là-dedans. Je vais en dire un petit peu plus quand je vous montrerai le théorème sur Landau. Donc en particulier, quand vous regardez le cas où R égale l'infini, il faut être un petit peu prudent sur ce qu'on raconte, disons. Voilà, alors on est parti d'un résultat qui avait été obtenu par Sylvestre il y a quelques années et qui disait qu'il y avait un résultat effectivement de régularité conditionnelle pour l'équation de Landau dans le cas coulombien, qui est que si on suppose qu'initialement il y a suffisamment de moments de f qui sont dans à l'infini à valeur L 3,5 plus une bricole, à ce moment-là, on arrive à démontrer que f est borné, et même que en fait, qu'une borne apparaît instantanément en temps pour f. Donc en quelque sorte, il suffit de savoir ça pour arriver à avoir des solutions fortes pour Landau-Coulomb. Alors, voilà, vous pouvez vous interroger sur pourquoi infini et 3,5 ici. En fait, on peut se rendre compte que c'est là qu'il est intéressant de travailler en dimension quelconque et avec un gamma quelconque. Le 3,5, on peut le remplacer par d sur d plus 2 plus gamma quand on est dans le cas général. Et le résultat en fait, de Sylvestre s'avère être un point limite d'un résultat à la Prodi-Sérine que je vais vous énoncer maintenant. Donc ça a été fait avec Ricardo Alonso, Véronique Baglan et Bertrand Lotz. Donc le résultat dit la chose suivante. Si vous avez un moment de f, donc là il faut un moment d'ordre 3 de f qui est dans LR à valeur LQ, et cette fois-ci, vous voyez qu'il faut que 2 sur R plus 3 sur Q égale 2. Alors, le 2 sur R plus 3 sur Q égale 2, c'est assez proche de la formule qu'on a pour le résultat de Prodi-Sérine dans Navier-Stokes, mais la différence, vous la voyez ici, c'est que c'est bien toujours 2 sur R plus 3 sur Q, mais par contre ici c'est 1. Alors que ici c'est 2. Alors ça, c'est complètement cohérent avec ce que j'ai raconté jusque-là, puisqu'en fait il faut penser que c'est racine de f qui se comporte comme u, et donc pour racine de f, vous voyez que le 2 qui est ici, ça devient 1. Si vous êtes dans LR à valeur LQ, la racine, elle est dans L2R à valeur L2Q. OK ? Donc c'est bien un résultat qui est complètement analogique de celui de Navier-Stokes. Alors ça marche bien, disons, quand R est entre 1 et l'infini, fermé en 1, donc ça c'est plutôt pas mal, mais par contre, il y a un problème quand on est dans le cas limite infini, et ce cas limite, c'est exactement celui de Sylvestre.
Et là, comme vous le voyez, L3,5, ça ne suffit pas. Il faut avoir L3,5 plus quelque chose. Alors, ça, c'est là qu'on voit la différence d'état de la théorie pour Navier-Stokes et Landau, puisque dans le cas de Navier-Stokes, cette question-là a été étudiée extrêmement en détail. Et on sait dire plein de choses justement sur ce cas limite, alors que nous, là, dans le cadre de Landau, ben, on en est un peu, disons, dans un état beaucoup moins élaboré de la théorie, dans lequel il faut faire des hypothèses beaucoup plus fortes quand on est dans ce cas limite. Voilà, alors en tout cas, qu'est-ce que dit le théorème? Ce qu'il dit, c'est que, en fait, il y a une estimation a priori pour n'importe quelle norme à l'infini en temps à valeur Lp en V, donc pour n'importe quel P, différent de l'infini, qui fait intervenir la norme de prodicérine, c'est-à-dire la norme de la quantité qui est là dans LR à valeur LQ. Et cette quantité-là, en fait, non seulement elle est bornée sur des temps bornés, disons, mais en fait, on peut montrer que ça apparaît même si cette quantité-là n'est pas initialement finie. Et vous voyez qu'ici, on a une estimation précise de la vitesse d'apparition. Alors ça, c'est bien connu aussi hein, dans le cas de l'équation de Navier-Stokes. Voilà, alors le même résultat, en fait, est valable pour toutes les dimensions et tous les paramètres gamma, si on change un peu la condition de prodicérine, c'est-à-dire ici, au lieu de mettre 3, on met la dimension, et ici, au lieu de mettre 2, on met 2 plus D plus gamma. Alors le cas de Coulomb, il faut se souvenir, hein, c'est gamma égale moins D. Hein. Donc là, ce truc-là s'annule. Alors ça, c'est pas étonnant hein, qu'on ait ça, puisque ce que ça dit, hein, finalement, c'est que le cas Coulomb, c'est un peu le pire, en fait. Hein. C'est-à-dire si on prend gamma qui est plus grand que le moins D, eh bien ici, vous allez avoir un nombre qui est meilleur que le 2. Et donc, en fait, les conditions de prodicérine, quand vous sortez du cas coulombien, que vous allez vers des cas plus faciles, eh bien, elles sont de moins en moins exigeantes. Alors, elles sont tellement de moins en moins exigeantes que quand, en fait, gamma devient, alors en dimension 3, quand il devient moins 2, à ce moment-là, on peut vérifier que ces conditions sont toujours vérifiées, et donc on a toujours des solutions régulières pour l'équation de Landau. Alors il se trouve que ce résultat, c'est un résultat qui était déjà connu par ailleurs, c'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de prodicérine pour faire ça. Voilà, donc tout ça est cohérent finalement avec la théorie qu'on connaissait déjà. Et je voudrais terminer en vous donnant une toute petite idée de la démonstration. Alors il y a un cas qui est excessivement simple, c'est le cas où c'est un cas limite de prodicérine, mais c'est le cas limite favorable. C'est celui dans lequel on est dans L1 en temps à valeur à l'infini en vitesse. Donc on suppose qu'on a une estimation L1 en temps à valeur à l'infini en vitesse, et on essaye de traiter l'équation. Alors là, c'est vraiment super facile. Il suffit d'utiliser le multiplicateur f exposant p-1 pour un p bien choisi, et puis on calcule. Alors, quand on fait ça, on utilise la formulation faible. Hein. Ici, ça, c'est le terme qui est le bon terme, entre guillemets, hein, celui qui vous fait ressortir la dissipation. Et puis, vous avez un deuxième terme qui est écrit ici. Alors, B, il faut se souvenir que c'est un truc comme 1 sur module de Z au carré, là-dedans. Et donc, il faut arriver, en fait, à traiter ce terme. Mais comme vous le voyez, le f exposant p-1 gradient f, je peux le remplacer par un gradient de f exposant p, et je peux utiliser une intégration par partie, ce qui me donne f exposant p fois bien la divergence de cette quantité. Parce que je peux réécrire la divergence de b convolée avec f, mais dans le cas coulombien, moins la divergence de b, c'est exactement 8π fois la masse de Dirac. Donc finalement, ce que j'obtiens, c'est juste la quantité qui est là. Donc vous voyez que ce que vous obtenez, c'est que finalement, 1 sur p fois la dérivée en temps de l'intégrale de f exposant p, eh bien, c'est majoré essentiellement par une constante fois l'intégrale de f exposant p plus 1. Et alors,
si vous faites effectivement l'hypothèse de prodicérine, c'est le cas limite, dans lequel vous êtes dans L1 en temps à valeur à l'infini en espace, il suffit de faire sortir la norme à l'infini de f, de l'intégrale de f exposant p plus 1, et vous pouvez utiliser Grunwald et terminer avec une formule qui est écrite ici. Et en plus, cette formule, celle-là, vous pouvez faire tendre p vers l'infini à la fin. Et donc, vous obtenez carrément que f est dans l'infini en temps et en vitesse. Et c'est la norme de prodicérine qui apparaît naturellement ici. Donc vous voyez que ce cas particulier, il est excessivement simple, on arrive à le faire vraiment en 2 transparents. Alors malheureusement, les cas plus généraux sont un peu plus compliqués, alors je ne vais peut-être pas vous embêter trop avec. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut faire ce qu'on vient de faire, mais alors cette fois-ci, il faut vraiment utiliser la dissipation, et puis il y a tout un jeu d'interpolation qui sont entre... comme il y a des espaces qui ne sont pas les mêmes en temps et en vitesse, c'est un peu pénible. Mais bon, voilà, on peut arriver au bout si on s'y prend bien. Voilà, alors je ne vais peut-être pas vous en dire beaucoup plus sur la démonstration, mais je voudrais vous dire quelques mots sur les extensions et les conséquences. Alors, ce qu'on a vu là dans la toute petite démonstration que je vous ai montrée dans le cas particulier, c'est qu'en fait, le cas R égale 1, Q égale l'infini, c'est-à-dire 1 en temps à valeur à l'infini en vitesse, c'est un cas qui est complètement différent des autres, en fait. Il n'y a pas besoin de poids dans la condition de prodicérine pour ce cas-là. Alors pour l'instant, on n'a pas vraiment bien compris pourquoi, mais disons, les poids dont on a besoin, ils ne varient pas continuellement entre ce cas-là et les autres. Bon, il y a peut-être quelque chose de caché là-dedans. Alors, l'autre cas particulier, à l'autre extrémité de la condition de prodicérine, eh bien, on a à l'infini en temps à valeur, alors disons L3,5, si on est dans le cas coulombien, en dimension 3. Et ce qu'on sait en fait là maintenant démontrer, dans ce cas-là, c'est que le résultat qu'on propose est encore vrai si la norme de prodicérine est petite, initialement. Donc si elle est seulement bornée, en fait, si elle est finie, disons, on ne sait pas, mais si elle est petite, en fait, ça marche. Alors ce résultat-là, il est beaucoup, beaucoup plus précis quand on regarde pour l'équation de Navier-Stokes. On peut dire des choses beaucoup plus précises que ça. Donc là, il y a certainement du travail qui peut être fait pour améliorer cette condition. Voilà, alors ce que je peux rajouter, c'est que là, moi, la manière dont j'ai présenté le résultat, c'est qu'on obtient des normes à l'infini en temps à valeur LP en V pour n'importe quel P. Mais en fait, une fois qu'on a ça, on peut reconstruire la totalité de la régularité de la solution. Donc ça se fait par il y a diverses méthodes qui sont possibles, mais il y en a une qui est proposée dans un papier de Gols qui utilise, disons, le formalisme de Giorgi, qui est très convaincante. Voilà. Mais en fait, on peut aussi le faire avec d'autres méthodes, en réalité. Voilà. Alors, j'ai pas expliqué comment la régularité qui est obtenue de manière conditionnelle donne également de l'unicité. Alors, il faut être prudent parce qu'il faut vraiment regarder le type de solution qu'on regarde. Mais en tout cas, ce qui ne pose pas de problème, c'est d'obtenir, sous l'hypothèse de prodicérine, un résultat de stabilité en norme L2 à poids, qui, lui, va naturellement donner un résultat d'unicité. Donc c'est peut-être plutôt comme ça qu'il faut le présenter, c'est que prodicérine donne naturellement un résultat de stabilité. Alors bon, de toute façon, ce n'est pas très étonnant qu'une fois qu'on a la régularité, on ait aussi de la stabilité et de l'unicité. Et enfin, comme je le disais, dans le cas où gamma est entre -2 et 0, la condition de prodicérine, elle est toujours satisfaite. Il suffit de regarder l'estimation de dissipation d'entropie. Et ça permet de retrouver tous les résultats qui étaient connus jusque-là sur l'existence de solutions fortes pour Landau dans des cas qui ne sont pas le cas coulombien. Alors vous voyez que pour arriver jusqu'à -3, il y a un gap entre -3 et -2. Donc le cas coulombien n'est pas un cas critique.
Le cas critique, c'est gamma égale moins 2. Alors, c'est l'occasion pour moi de vous montrer mon dernier transparent. Donc là, c'est un transparent plus spéculatif. Alors, je vous ai présenté l'estimation de dissipation d'entropie pour l'équation de Landau. Il y a un thème moi, qui m'intéresse, c'est à quel point cette estimation est robuste. Alors en fait, on peut se rendre compte qu'elle a une certaine robustesse, puisqu'en fait, elle est encore valable dans un cas, disons, de relativité restreinte, et dans un cas dans lequel on introduit dans le noyau des termes de principe d'exclusion de Pauli. Donc quand on va vers de la physique plus difficile, disons, on arrive quand même encore à utiliser cette estimation. Alors ça, c'est le premier point. Alors ensuite, dans le résultat que j'ai montré, qui est le résultat à la Leray de type perturbatif, quand on part soit près d'une gaussienne, près de l'équilibre, soit quand on regarde en temps long. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le résultat tel qu'on l'a actuellement, on utilise des espaces de Lorentz. On ne peut pas arriver à s'en tirer avec des espaces de Sobolev habituels. Alors ça, c'est peut-être le signe qu'il y a quand même un aspect critique dans le cas coulombien, parce que dans les autres cas, en fait, on n'a pas besoin des espaces de Lorentz. Donc il y a peut-être quand même quelque chose de critique dans le cas coulombien. Ce n'est pas ce qui apparaît dans la théorie habituellement, disons. Enfin, ce n'est pas impossible. Donc je ne veux pas commenter sur le blow-up, mais disons ici, il y a peut-être quelque chose, soit en fait, ce n'est pas vraiment nécessaire d'utiliser ces espaces de Lorentz, soit il y a vraiment quelque chose de critique dans le cas coulombien. Donc ça, on ne sait pas encore, on n'a pas encore vraiment une idée claire sur cette question-là. Alors voilà, puis alors, dans le cas de la régularité conditionnelle, peut-être là maintenant, la question la plus intéressante, c'est vraiment de traiter de manière optimale le cas limite à l'infini à valeur L3,5. Et puis, il y a un résultat de Ben Porat qui dit que, en fait, si on met L3,5 plus epsilon ici, en fait, on arrive à faire des choses localement. C'est-à-dire qu'il suffit, on a la régularité localement si on a cette estimation localement. Alors ça, c'est un point qui est intéressant. Nous, on a essayé de faire que des choses globales, mais en fait, c'est possible de faire les choses localement. Alors peut-être pour terminer, je voudrais dire un mot sur le cas du coulombien 2D. Alors déjà, le mot coulombien 2D est un peu dangereux. Moi, mon sentiment, c'est que ce qu'il est naturel du point de vue des estimations d'appeler cas coulombien, c'est quand gamma vaut moins d. Donc quand on est en dimension 3, on fait gamma égale moins 3. Et pour moi, en dimension 2, le cas coulombien, ça voudrait dire gamma égale moins 2. Alors ça n'a rien à voir avec le potentiel coulombien qu'on met sur les particules, du coup. Mais c'est ça qui serait à mon avis, la bonne manière de définir le cas coulombien 2D. Alors là, c'est vraiment clair quand on regarde l'équation que c'est un cas critique. Alors c'est un cas critique, ça donne l'impression qu'on va peut-être réussir à faire un espèce de truc de dualité entre l'estimation à l'infini à valeur L log L qui est donnée par l'entropie, et puis l'information de Fischer, elle dit que le gradient de racine de f est dans L2, et là en dimension 2, c'est le cas limite c'est le cas critique, disons, des estimations de Sobolev. Et donc, on peut utiliser l'inégalité de Schrödinger, qui est la version, disons, optimisée des inégalités de Sobolev. Alors, l'inégalité de Schrödinger, elle dit quelque chose sur exponentielle u carré en simplifiant un peu. Mais ici, il faut se souvenir que c'est racine de f qui est dans H1. Donc, en fait, ça donnerait plutôt quelque chose sur exponentielle f. Alors il y a des chances que ça arrive à se marier avec le L infini L log L, et ici un truc qui serait L1 exponentielle L. Alors bon, j'ai essayé d'écrire un peu les choses, mais je ne me suis pas encore totalement convaincu qu'on y arrive en utilisant ce truc-là. En tout cas, ce qui serait intéressant de mon point de vue, c'est que si cette idée-là marche,
ça permettrait de montrer qu'il y a quand même une preuve relativement facile d'existence de solutions fortes pour Landau dans le cas coulombien 2D. Et ça serait une analogie de plus, en fait, avec Navier-Stokes, pour laquelle on a évidemment une bonne théorie de régularité des solutions de Navier-Stokes 2D. Alors, c'est une analogie évidemment discutable, hein, parce que ici, c'est lié... enfin, disons, là, on voit que c'est vraiment un cas critique, en fait, hein, dans ce cas-là. Voilà, alors ça, c'est encore un peu spéculatif. Je ne suis pas sûr qu'on puisse y arriver. Alors, peut-être le résultat que j'ai vu ce matin, là, dans mon courrier, va démoder rapidement tout ce que j'ai raconté. Parce que, pour autant que j'ai pu le comprendre, hein, il s'agirait d'un résultat dans lequel on démontrerait que l'information de Fischer est elle-même une fonctionnelle de Lyapunov pour l'équation. Alors, si ça c'est vrai, ça permettrait d'avoir une estimation L infini L3 qui dépasse largement le L infini L3,5 qui est demandé dans le truc. Alors, évidemment, ça ne démoderait pas totalement, parce qu'il faudrait quand même avoir une information de Fischer finie initialement, ce qui n'est pas demandé ici, mais enfin, quand même, ça démoderait pas mal tout ce qui a été fait jusque-là. Alors, je ne sais pas, voilà, je sais pas si j'ai très envie de commenter ça, parce que c'est un truc que les gens ont essayé de regarder à plusieurs reprises. Villani avait démontré, il y a maintenant très longtemps, que c'était effectivement une fonctionnelle de Lyapunov dans le cas des molécules maxwelliennes, c'est-à-dire quand on prend gamma égale 0, si je ne me trompe pas. Parce que là, il y a un calcul qu'on arrive à faire. Et moi, j'avais regardé ce truc-là, mais je n'étais jamais arrivé au bout. Ça ressemble un peu au calcul qu'on fait dans la théorie de Bakri-Emry. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, hein, c'est des calculs... Il y a des espèces de miracles, hein, qui se passent dans cette théorie. Alors, bon, peut-être que là, les auteurs ont effectivement réussi à débrouiller les trucs. Et alors, si tout marche bien, ça serait évidemment un très très beau résultat. Voilà, bah, écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là. Merci beaucoup.